Dans moins d'un an, je vais quitter Paris, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger des projets importants. Je suis certain de réussir au Mans, ou à Rouen, ou à Strasbourg, ou Toulouse, Bordeaux, Nantes. Bref, est-ce que Charles Aznavour aurait pu composer cette chanson en 2022? Parce qu'en 1960, c'était pas possible. Alors, pour parler, justement, parce que où veut-il en venir? Pour parler de l'essor des régions, de l'attrait de nos régions, j'ai sur ce plateau, sur ce webinar, autour de moi et avec vous, en direct sur les réseaux sociaux, un panel de gens qui vont nous préciser si c'est d'actualité, cet essor des régions et l'attrait des régions. Alors, je vous reçois, Marion Toledo, vous êtes responsable des investissements fonciers et territoires, c'est ça? Exactement. On peut dire ça. Alexandre Dancet, vous êtes directeur opérationnel chez Terrenéo. Oui, bonjour. Bonjour. Et donc, Xavier Thomas, vous êtes cofondateur de Ipton. On est ravis de vous avoir. Bonjour. Alors, première question, et puis donc je vous laisse vous présenter avec cette petite question sociologique qui va. Est-ce que le Covid qui est passé par là nous permet d'entreprendre ou d'entrevoir cette question de l'essor des régions autrement que s'il n'avait pas existé? Cette question est un peu compliquée, hein, je vous la tourne autrement. Alors, autrement, est-ce que sans le Covid, on aurait eu le même débat? Et je vous laisse vous présenter avec ces petites questions-là. Allez-y, Alexandre. Oui, bonjour. Donc, Alexandre Dancet. Je suis directeur opérationnel chez Terrenéo. J'ai rejoint le groupe Nexity donc il y a maintenant un an. Donc, je fête un an. J'ai bougé pendant le Covid. Donc, effectivement, je fais partie peut-être de ces personnes qui se sont posées des questions sur leur avenir professionnel. Et effectivement, le Covid nous a amené à nous poser beaucoup de questions. Les entreprises, tout le monde. Et la société que j'ai rejoint apporte un certain nombre de solutions en région, en proposant des solutions donc d'immobilier tertiaire, avec une construction bas carbone, avec une volonté justement d'être vertueux sur le plan du développement durable, à l'écoute des collectivités, à l'écoute des besoins des utilisateurs. Et je pense qu'on aurait eu cette discussion, oui. Malgré le Covid, je pense que le Covid nous a fait lever la tête, nous poser des questions et ça nous a renforcés dans certaines positions, accéléré d'autres tendances. Et donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous en parler. Merci, Marion. Donc, bonjour à tous, Marion Toledo. Donc, je suis responsable des investissements pour Foncière et Territoire. Donc, parler des régions, pour nous, c'est un sujet plus qu'important puisque depuis 97, nous avons la chance de pouvoir investir principalement en région, donc sur de l'immobilier tertiaire, bureaux, commerce et activités. Donc, l'essor des régions, on va dire que c'est un phénomène qui nous semble pas vraiment nouveau, de par notre histoire, et on croit fortement au potentiel de nos régions. Donc, raison pour laquelle on investit sur toute la France, on va dire principalement en région. Bonjour, Xavier Thomas, donc cofondateur Ipton. Deux mots sur Ipton, donc on est un opérateur régional avant tout d'espaces de travail, d'espaces de bureaux, opérateur de services également. On apporte en fait deux réponses au marché. Une réponse à l'offre, qui est une réponse notamment côté investisseur, bailleur, qui est une réponse d'optimisation de la vacance locative, donc quelque part créateur de valeur, et une réponse à la demande, donc côté entreprise, une volonté en fait de les aider à porter quelque part ce poids immobilier, cette contrainte parfois immobilière, et donc plutôt un côté facilitateur des entreprises, de la vie des entreprises. Ipton, c'est un acteur massivement régional. On est présent sur 6 villes en région, bientôt 8, une dizaine de sites en France, et globalement, on se veut à moyen terme l'acteur du bureau opéré en région. Et à la réponse, du coup, rapidement, oui, heureusement, on aurait eu cette conversation avant le Covid et sans le Covid. Je retiens ce que dit Alexandre. Covid est un accélérateur. Il a levé le voile peut-être sur les régions, mais heureusement que des acteurs avant s'en étaient occupés. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif, parce que vous avez parlé de phénomènes. Mais de quel phénomène on parle? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu un constat, des chiffres, et puis pour comprendre s'il y a une tendance, si elle existe ou pas, est-ce que vous pouvez nous livrer des chiffres clés pour comprendre justement le mot phénomène que vous avez employé? Alors,
Tout simplement, les chiffres viennent de tomber. Si on regarde donc la demande placée sur 2021, ça représente en région à peu près 1 750 000 mètres carrés de demande placée versus Paris-Île-de-France qui représente à peu près 1,6 million de mètres carrés placés. Donc ce qu'on a constaté, c'est que par rapport à 2020, on a une augmentation de plus de 40% de demandes placées, ce qui est quand même très intéressant. Et ce qu'on retient, c'est que c'est la troisième meilleure performance sur 2021 sur 10 ans, avec une augmentation de 18% sur 10 ans. Donc, ce qui est un phénomène, en effet, intéressant pour nous investisseurs ou en effet opérateurs. Donc voilà. Donc ça, c'est un constat, ce sont des chiffres. Donc je pense que ça illustre très bien justement l'essor des régions. Sur 10 ans, c'est-à-dire que les troisièmes meilleures performances, les autres performances dataient de quand? Sur 10 ans, il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Donc finalement, on a une accélération. Accélération, mais voilà. Cette tendance existe donc continue depuis combien de temps? Est-ce qu'on peut... On avait des très bons chiffres déjà en 2018-2019. Donc en fait, le Covid est venu donner un petit coup de frein en 2020. Ça a été constaté donc effectivement dans les chiffres d'observation sur les différents territoires. Mais en 2021, on a eu cet effet de rattrapage en fait sur le marché immobilier et on a donc un marché qui retrouve des chiffres avant Covid en réalité. Voilà. Donc la tendance de fond, elle était là et donc on continue notre croissance gentiment. Alors on va tout de suite essayer de comprendre. Derrière le mot région, qu'est-ce qui se cache? Il y a quoi? Ce sont uniquement les métropoles, c'est ça? Région égale métropole ou ça peut être plus que ça? Qu'est-ce que... Alors, oui, sur les chiffres que tu as donnés, il y a effectivement donc 1 750 000 mètres carrés de demandes placées. Alors, sur ce million, il y a 1 million à peu près, 1 million 100, qui est concentré sur 6 territoires, donc 6 grandes métropoles. En numéro 1, on va retrouver Lyon. En 2, Lille, donc, que je représente. Et donc après, vous allez retrouver donc Aix, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nancy, j'ai oublié le nom. Pas Nancy, pardon, Nantes, pardon. Voilà. Donc c'est 6 grands territoires. Après, on a également un très bon dynamisme sur les villes moyennes aussi. Donc on a eu un gros effort d'attractivité des collectivités sur ces villes moyennes. Et aujourd'hui, on est très contents, nous par exemple dans le Nord, de démarrer une première opération à Lens prochainement, donc qui est une ville moyenne qui va pouvoir accueillir un super programme qu'on va développer prochainement. Donc région, ça suit le pôle d'attractivité des métropoles régionales. Et des métropoles régionales, il y en a 19, je crois, c'est ça officiellement. Donc ça suit ces grandes villes-là. Et est-ce que ça veut dire que en dehors de ces métropoles ou de ces grandes villes attractives, c'est le désert? Les villes moyennes, qu'est-ce qu'on... Bon, et après, on va revenir sur l'attrait évidemment des métropoles en elles-mêmes. Mais donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces villes moyennes? Peut-être pour répondre, pour démarrer la réponse, il ne se passe pas rien dans ces villes moyennes. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un projecteur réel qui est allumé sur ce top 6, top 10 des grandes métropoles françaises, parce que ce sont elles qui donnent un indicateur à l'échelle nationale. À côté de ça, et heureusement, on a les villes moyennes qui se développent aussi, sur lesquelles il y a de l'investissement, sur lesquelles il y a de la promotion, sur lesquelles il y a du service qui est apporté. Mais schématiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un effet d'onde. Donc du coup, évidemment, ça part globalement des métropoles, des grandes métropoles, et ensuite ça va, par effet d'onde, arriver sur les villes moyennes. Et donc il y a un dynamisme, mais quand on parle de l'essor des régions, on est obligé de parler d'une échelle certaine, et donc on prend généralement ce top 6, top 10 des régions. Il y a aussi un phénomène qui accélère aussi le développement de ces villes moyennes, c'est la rareté du foncier. La matière première, c'est le foncier, et c'est vrai que sur les marchés matures de ces grandes métropoles, le foncier se fait de plus en plus rare, et sur ces villes moyennes, on a des fonciers qui sont un peu plus disponibles, on va dire. Voilà. Une question, c'est est-ce qu'il faut aller voir ailleurs? Est-ce qu'il y a des modèles de construction réussie, de régionalisation réussie ou d'essor des régions dans d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a des modèles de réussite ou des modèles à suivre? Là-dessus, peut-être pour répondre, on a dans le viseur deux modèles qui sont les modèles allemands
avec ces super régions qu'on connaît à l'échelle nationale, évidemment, pas que sur le volet immobilier, les volets économiques, volets également qualité de vie et sociale. Les pays qui avaient opté pour un fédéralisme, même l'Italie, puisque l'Italie est aussi beaucoup plus fédérale, c'était des provinces. Complètement. L'Italie est un bon indicateur. On a avec l'Italie aussi des sujets de villes fortes déjà historiquement, donc ils ont un peu plus de complexité à faire exister ces grandes fédéralités. L'autre modèle de comparaison qu'on peut avoir, c'est les Pays-Bas, avec ces 4 grandes villes qui en fait concentrent l'attractivité puis ensuite la redistribuent dans les plus petites villes. Mais globalement, et c'est peut-être aussi un moyen de passer le relais sur la France, c'est qu'on a un modèle qu'on peut considérer comme très intéressant, déjà vu de notre fenêtre, qui se suffit à lui-même et qui suffit en fait d'améliorer au fil de l'eau. On va créer notre propre modèle, puisque de toute façon, on n'a pas cette construction historique fédérale. Donc, à nous d'inventer le modèle réussi d'implantation dans les régions. Alors, justement, moi, je voudrais arriver là-dessus sur faites-nous rêver, quoi. Faites-nous rêver. Et quels sont les atouts des régions pourquoi, les atouts, les bénéfices et pourquoi on a envie d'aller là-bas. Alors, bon, j'imagine, on va passer tout de suite sur le prix. C'est ça, on commence, c'est ça, tout de suite. Mais, le regard de l'investisseur est intéressant. Le regard d'un investisseur est intéressant. Non, ce que l'on peut dire par rapport aux régions, si on reprend le spectre foncière et territoire, depuis 97, même depuis on va dire 10 ans, nous on a réussi à acquérir et avoir un taux d'occupation de nos actifs de l'ordre de 100%. Et avec des taux de rendement immobilier brut de l'ordre de 7,10%. Si on regarde en effet sur d'autres régions, l'Île-de-France, etc., ces montants étaient compliqués à atteindre. Et au-delà de ça, ce qu'on croit vraiment, c'est qu'il y a de vrais talents en région et qu'en effet, la capitale restera la capitale. Voilà, c'est évident. Mais en tout cas, aujourd'hui, les lignes TGV, le bassin d'emploi existe en région, et ce qui permet justement l'essor de nos régions. Alors, question vicieuse, parce que parfois on peut très bien atteindre 100% d'occupation, parce que justement l'offre est trop peu et en fait n'est pas assez élevée, et donc la demande forcément, et donc il y a un embouteillage. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que aujourd'hui on a en effet de l'ordre de 100% de taux d'occupation? C'est qu'aussi en tant qu'investisseur, on essaye d'identifier un marché qui est défini, une profondeur définie, établie. Si vous voulez, en tant qu'investisseur, on a à cœur de mettre à disposition des actifs de qualité qui correspondent aux nouvelles demandes des utilisateurs aussi. Et c'est là où Iptown ou Terreneo peut aussi offrir ces actifs, tout simplement. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a vos réponses. Et c'est vrai qu'on est très à l'écoute de ce qui se passe dans nos régions, on est proche du terrain, on est proche des entreprises, et donc on essaye autant que faire se peut de faire en sorte de répondre à la demande. Et nous, on est un peu à la croisée des chemins entre les investisseurs, les utilisateurs qui vont, peut-être pour certains, faire appel à Iptown. Donc on essaie de faire ensemble que l'offre soit constituée avec une pertinence, avec vraiment une réponse à la demande. Et on constate qu'il y a vraiment un vrai appétit là, ces dernières années. Et je pense que le Covid va encore amplifier tout ça sur des produits immobiliers vertueux, des immeubles dans lesquels on se sent bien. Et les entreprises ont besoin de ça pour capter les talents. On parle de talents. Ben oui, il y a des talents en région, il y a des écoles, il y a des centres de formation, il y a des compétences. Donc, il faut aller en région pour capter les talents et faire venir les talents dans des immeubles avec des services qui feront que les collaborateurs se sentiront bien dans les entreprises. Les entreprises, mais quel type d'entreprise? Est-ce qu'il y a une typologie des entreprises qui partent de Paris vers les régions, ou même qui s'installent, ou même de l'étranger? C'est-à-dire qui sont les nouveaux entrants, les nouveaux régionaux? Est-ce qu'on peut les définir? Alors, quand on a évoqué les chiffres, ce dont on s'est rendu compte, c'est que en fait, la montée de cette demande placée et l'émulation en fait des PME et PMI qui ont vraiment tiré le marché parce que elles ont cette agilité à pouvoir s'adapter. Et la typologie, on peut très bien avoir en effet le siège social à Paris, mais avoir des antennes en fait en région.
encore une fois, je pense que le rôle des liaisons en termes d'accessibilité, TGV, etc., est primordial pour une société. Je pense que c'est l'un des facteurs qui compte énormément pour pouvoir s'implanter en région. Merci. Oui, et puis pour compléter, effectivement, je pense qu'on s'adresse à tout le monde en réalité. En région, on retrouve effectivement, comme disait Marion, on a des PME, des PMI, il y en a beaucoup, ça crée un vrai dynamisme. On a aussi historiquement des grandes entreprises, des grandes industries. Ben, nous, dans le Nord, par exemple, c'est vrai que beaucoup d'entreprises de la grande distribution ont leurs sièges sociaux dans le Nord. Donc voilà, c'est là que ça se passe. Alors, un slogan des grands distributeurs, les talents, les régions du talent, c'est ça par exemple. Et donc, après, ce qui est intéressant, on s'était posé la question justement chez nous il n'y a pas longtemps, et merci Justine qui nous m'a fait un petit brief là-dessus, sur les licornes. Ces nouveaux entrants qu'on vient voir, qu'on voit apparaître, dont on parle beaucoup en ce moment. On s'est posé la question de savoir, mais c'est quoi leur logique immobilière, ces licornes, qu'est-ce qu'elles font? Parce que c'est intéressant de voir justement comment ils se projettent dans l'avenir. C'est des gens qui sont là depuis pas longtemps. Et ben, on se rend compte que bien souvent, on se dirige vers des solutions hybrides, c'est-à-dire qu'elles ont un siège social à Paris et puis des implantations plus locales pour aller chercher les talents. Donc un Encore Store va s'installer à Lille, Eura Technologies, parce qu'il a besoin du savoir-faire des gens qui sont là-bas. Doctolib à Nantes et d'autres. Donc il y a vraiment un intérêt pour ces entreprises et pour toute entreprise d'aller là où il y a des talents, là où il y a une offre et où les gens vont pouvoir continuer à développer leur business. Un petit mot pour compléter pour ce que dit Alexandre rapidement. En fait, il y a essor et attractivité. Essor des régions, il faut déjà se dire qu'aujourd'hui, on le voit au quotidien, beaucoup de startups qui sortent d'incubation, d'accélération, qui viennent toquer à nos portes pour avoir leur premier espace immobilier en direct. Et donc ça, en fait, il faut le mettre sur le capital des régions, des acteurs locaux, d'une filière qui s'est structurée, industrialisée pour porter en avant cet étendard de la pousse entreprise. Ensuite, en effet, on a les TPE, PME qui sont les surfaces moins de 1000 mètres carrés qui sont très attractives. Et je corrobore ce que dit Alexandre, c'est en effet ça, c'est qu'on a des startups en pleine croissance qui vont avoir un pied à terre à Paris parce que c'est le nœud pour exister, mais pour autant ensuite, elles vont aller se créer des satellites en région. Et donc là, l'idée, c'est de savoir comment, en quittant Paris de base, elles vont retrouver un cadre qui leur est familier. Et en fait, ça, c'est vertueux parce qu'en fait, ça amène une notion de service plus importante, une notion de flexibilité plus importante. Et donc, on upgrade complètement la chaîne immobilière. Dans le modèle dont vous parlez, ça reste quand même un modèle centralisé avec une satellisation. Donc, il y a pas, on fait pas la même chose. Il y a pas le siège qui se trouve ailleurs avec la décentralisation. Si quand même. Il y a des exemples, notamment à Bordeaux. On peut citer nos amis Back Market, on peut citer Cdiscount notamment, des grands acteurs du numérique, de la tech, etc., qui aujourd'hui choisissent le siège social en région. Et ça, c'est un élément fort qui vient surtout réancrer le débat, non plus Paris vs région, mais en disant on peut exister en dehors de la capitale, on peut créer de la valeur en dehors et justement à travers les régions. Et pour compléter peut-être les propos, il y a aussi une réalité économique. Les loyers ne sont pas les mêmes en région et forcément à Paris. Et ça, c'est aussi le poste immobilier pour une société, c'est quand même le deuxième poste de dépense. Donc en effet, l'attractivité par le prix, c'est évident. Et ça, c'est une réalité aussi du marché. Le coût de la construction aussi, est-ce qu'il est le même ou il y a une différence aussi construire à Paris ou en région? On construit forcément en fonction de plein de contraintes. Et en région, c'est peut-être un petit peu plus simple qu'en région parisienne. Oui, il y a forcément aussi cet aspect-là à prendre en compte. Ouais. Alors, quels sont les éléments qui pourraient encore accentuer l'attractivité des régions? De quoi ont besoin aujourd'hui les régions pour continuer et pousser encore plus cette tendance? Ne vous battez pas, surtout. Il y a du savoir-faire, il faut le faire savoir. Donc il y a beaucoup de communication à organiser. Et là, je pense qu'il y a quand même énormément de travail qui a été mené par les agences d'attractivité
justement pour accompagner, pour faire en sorte d'attirer. Voilà, c'est quoi les agences d'attractivité? Par exemple, à Lille, on a une agence qui s'appelle Hello Lille, hein, qui est là en fait justement pour faire rayonner la région, faire rayonner Lille et surtout aussi aider des entreprises qui souhaiteraient s'implanter à Lille et puis avec une des démarches pour aller chercher aussi ces gens-là et venir sur nos territoires. Donc on retrouve ce genre d'organisation un peu partout dans chaque métropole. Ça dépend des pouvoirs publics, ce sont c'est de l'argent public. Ça dépend de la métropole, globalement. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle des portes d'entrée sur les métropoles. Lorsque quelqu'un souhaite s'implanter dans la métropole, en fait, il y a tout un organigramme qui va se mettre à disposition de l'entreprise, que ce soit pour recruter, que ce soit pour trouver ses bureaux, que ce soit pour trouver des financements, des partenaires, des clients. Et en fait, ça, c'est vraiment un élément important, c'est que toute cette démarche-là d'accueil des entreprises arrive aujourd'hui à maturité et du coup en capacité de recevoir des entreprises de renom comme des plus petites avec la même qualité de service et d'accueil. Tout est dit. Ça tellement bien. Juste faire un petit quiz, parce que j'ai regardé, j'ai cherché la liste des officiels des 19 métropoles de droit commun, comme vraiment. Donc vous me dites si alors bon, voilà. Par l'ordre alphabétique. Hein. Donc Bordeaux, oui, on est d'accord. Brest, pôle d'attractivité sans rue. Non, mais allez-y, on est bon. Clermont-Ferrand. On est bon également. Dijon. Oui. Exactement. Grenoble. Oui. Lille. Oui. Oui, pardon, mais j'étais obligé de la citer, j'avais bien pensé. Donc Metz. Oui. Montpellier. Oui. Nancy. Oui. Nantes. Oui. Nice. Oui. Orléans. Oui. Qui est en train de monter justement à Orléans. Sympa, exactement, c'est en train de monter à Orléans, je pense. Rennes. Oui. Rouen. Oui. Alors là, ça va être compliqué, mais bon, il y avait déjà un bassin, mais Saint-Étienne. En tant que lyonnaise, Saint-Étienne, un peu plus compliqué. Alors après, je pense que toutes les métropoles dont vous avez cité, en fait, il reste Strasbourg, Toulon, Toulouse et Tours. Après, et puis les trois autres. Ouais, mais ce que je pense aussi, c'est que vous avez cité beaucoup de métropoles et on a un constat, c'est qu'en effet, le foncier manque sur ces métropoles. Donc, en effet, il y a une forte demande, mais peu de produits. Donc c'est sûr qu'on en parle beaucoup de ces régions, de ces métropoles. Et je pense qu'Alexandre peut le confirmer. Donc, oui, c'est le problème de l'offre. C'est vrai qu'il faut toujours effectivement regarder l'offre et la demande. On parlait de demande placée. Pourquoi on a une demande placée? C'est parce que l'offre a rejoint la demande. Donc le succès la performance du marché, c'est l'adéquation entre les deux. Non, mais effectivement, toutes les villes que vous avez citées, ce sont des villes intéressantes. Il y en a plein d'autres que vous n'avez pas citées qui seront tout à fait... C'est les métropoles de droit commun, mais voilà, évidemment, qui sont tout à fait intéressantes. Villes, Angers, voilà. Enfin bon, bref. Le tout, effectivement, c'est d'avoir le bon produit au bon endroit et qui répond à l'attente de l'entreprise qui souhaite s'implanter. J'avais juste un sujet sur l'offre. En fait, là, on a une concentration sur une vision, et parce qu'on a des interlocuteurs en conséquence, une vision sur le neuf en région. Et pour nous, c'est très important. J'allais venir justement. Voilà. Parce que vous, mais justement, allons-y. C'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de valeur, évidemment, on crée de la valeur avec du neuf, avec du foncier dont on fait la promotion et sur lequel on va investir. Aujourd'hui, on a véritablement une matière première qui est d'ores et déjà disponible. Et ça, c'est une réflexion qu'on a amorcée très tôt chez Ipton en amont, avec les bailleurs, avec les investisseurs, c'est de se dire aujourd'hui, sur toutes des surfaces qui sont vacantes, il est possible de raconter une histoire. Et là, ça devient vertueux et intéressant, c'est qu'on va remettre sur le marché des mètres carrés qui, de base, sont non adressés, avec un petit peu d'investissement. La rénovation et l'investissement, justement. Ouais. Et en fait, on va être capable d'apporter un nouveau produit très concurrentiel, parce qu'on n'est pas sur des standards du neuf, mais qui vont trouver une demande, parce qu'il existe en région comme ailleurs et à Paris, des entreprises qui ne recherchent pas forcément que du prime et du neuf. Et donc ça, c'est intéressant parce que l'offre et la demande, c'est aussi à l'offre d'un sujet de la seconde main et du neuf. Alors, de façon très concrète, comment vous fonctionnez? Vous faites d'abord du scouting, c'est-à-dire que vous allez chercher c'est ça, et ensuite vous proposez de reprendre, de rénover. Mais comment après vous vous adressez, vous allez vous rencontrer la demande? Vous faites comment pour aller séduire
les C'est une bonne question. Donc, en fait, en effet, on source les surfaces via nos partenaires investisseurs, bailleurs, avec qui on est en échange quotidien sur voilà, leur portefeuille, des plateaux qui portent depuis trop longtemps, pourtant bien placés, mais qu'ils n'arrivent pas à remettre sur le marché. On a l'exemple à Marseille, rue de la République, on l'a fait très bien. On a l'exemple à Lyon sur le Britannia également. Donc, on sait repimper quelque part ces surfaces-là. Et comment on adresse le marché? La seconde question. Comment on l'adresse? Eh bien, globalement, via aujourd'hui notamment notre site internet, via du référencement. Il faut savoir que nous, notre matière première, ce sont les petites entreprises. On parle de surface en dessous 1000 m², voire en dessous 500 m². On est sur une granularité très fine. Et donc, ces entreprises-là, en fait, ne passent pas ou peu par les circuits classiques, agents, etc. Et donc, du coup, se débrouillent toutes seules pour trouver leur surface. Et ça, aujourd'hui, eh bien, ça passe par des canaux de commercialisation, des outils que nous, on a en direct et qu'on propose en ligne. Voilà. C'est les outils en ligne, c'est ça. D'accord. Et question, c'est-à-dire que est-ce que vous avez un poids auprès des pouvoirs publics, justement, parce que quel est le dialogue? Est-ce que vous pouvez évidemment, il y a tout un travail de concert à faire, puisqu'il faut que ça suive, que les infrastructures, on en parlait, mais est-ce qu'il y a des routes, des ronds-points parfois à faire pour mieux desservir une zone pour pouvoir accéder? C'est-à-dire que vous êtes privé, mais vous ne pouvez rien faire sans les pouvoirs publics, finalement. Donc vous avez cette force de dialogue et de proposition? Oui, on a tout à fait cette possibilité. Quand on est très en amont sur un dossier, le partage avec la collectivité, avec les maires, les comités de communes, il est essentiel justement pour s'assurer de la pertinence de ce qu'on imagine. On ne construit pas la ville tout seul, dans notre côté tout seul. Voilà. Donc on est en échange avec les pouvoirs publics. Parfois ça se passe très bien, parfois c'est un peu plus compliqué, on est assujetti parfois à un contexte politique, mais on est obligé de prendre en considération tout ça. On répond aussi à une demande et un besoin à l'échelle des territoires. Et comme je disais, la ville, ça se construit ensemble. Et l'offre se construit ensemble. C'est parce que dans cette notion de dialogue, il y a la notion évidemment d'alternance ou pas, mais bon, de changement de majorité, donc d'élections qui arrivent. Est-ce que vous êtes tributaire et comment vous pouvez passer outre et d'avoir une vision un peu plus long terme que les alternances politiques et les différentes élections? Non, mais à nous de proposer des bonnes solutions. Aujourd'hui, on a tous des réflexions de développement durable, on est confronté à de grands enjeux avec le réchauffement climatique. On l'a pris en compte, on répond, on a des solutions à proposer, on développe d'ailleurs chez Nexity on est déjà très reconnu sur les immeubles bas carbone avec la construction bois, on est quand même leader sur le marché sur ce domaine-là en tertiaire. On réfléchit à des nouveaux concepts et donc ces propositions, on peut les partager avec les élus, les convaincre. Non, c'est que vous levez ces doutes, justement. Exactement. Et ce qu'il faut, c'est être aussi un peu en anticipation par rapport à ces problématiques-là et partager avec les élus, mais aussi avec les investisseurs, avec les utilisateurs. Très en amont, voilà. Parce qu'on bénéficie de leur regard, de leur expérience. Et ce serait quand même dommage de proposer sur le marché des projets qui sont obsolètes lorsqu'ils seront mis à disposition. Après, donc là, pour, on va dire, le côté offre neuf, on est impacté aussi en tant qu'investisseur, utilisateur par le décret tertiaire, en effet, où ça donne aussi une impulsion pour développer, réhabiliter de l'immobilier qui peut être énergivore. Et je pense aussi, côté par exemple Ipturn utilisateur, que c'est des sujets qui sont importants aujourd'hui. L'écologie, l'immobilier, et voilà. Et on n'est qu'aux prémices de la nouvelle réglementation, je pense, thermique relatif à l'immobilier. Parce que je disais, effectivement, j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas dû voir peut-être la bascule, le basculement de Grenoble ou sa région aussi poussé dans l'écologie et que ça a dû en surprendre plus d'un. Donc là, cette alternance, elle a dû pas forcément poser problème, mais au moins se dire il va falloir qu'on dépasse ces clivages et donc être presque plus vertueux puisqu'il faut peut-être s'attendre à quelque chose de plus
d'aller vers le plus écologique, le mieux-disant écologique, quoi. C'est ça. Donc il faut peut-être dépasser les clivages politiques à un moment donné, puisque quand ça bascule, il faut. Je pense que c'est une question de conviction, c'est une question de discours général à avoir indépendamment justement des entités politiques qu'on a qui sont en rotation permanente. L'immobilier, c'est un temps long, surtout dans la promotion et dans le neuf. Donc le sujet, la question réelle, plus que quel est notre interlocuteur en face et quel message on lui donne, c'est quelle est notre vision et faire en sorte que cette vision ne soit pas impactée par justement ce changement d'étiquette potentiellement et qu'elle traverse un petit peu ce temps électoral pour mener au bout le projet. Imaginez bien qu'effectivement, on peut imaginer que, je ne sais pas, un maire arrive et puis finalement décide de limiter des accès de mobilité aux voitures et tout ça, et ça peut impacter des projets qui arrivent. Donc, c'est des choses qu'il faut, il faut réussir à les prendre en compte, mais ça, c'est pas facile, parce que le temps électoral n'est pas le même, comme on dit, que celui de la construction et de la mise en exploitation. Donc ça, de toute façon, c'est inhérent à la pratique politique, mais c'est pas facile à gérer ce temps. À nous d'être un petit peu en avance et précurseurs et proposer justement des choses qui seront pérennes et qui seront effectivement à l'écoute des besoins des futurs qui ne sont peut-être pas aujourd'hui exprimés. Alors, est-ce que vous voyez d'autres facteurs limitants à l'essor des régions? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui bloque à tout point de vue, à tout niveau? Moi, je pense que si on parle de l'essor et aussi de l'attractivité, il faut surtout se méfier, mais ça c'est collectivement, du côté déceptif. Parce que en fait, on va avoir des fausses promesses, c'est ça? Oui, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Si le projet, en fait, c'est de, à terme, reconcevoir cette hyperville avec des accès qui sont enclavés, etc. Moi, je pense vraiment que la limite globale, elle tient dans notre capacité à ouvrir justement sur l'immobilier tertiaire en région et pas que dans la centralité, pas que dans la zone centrale d'affaires de cette ville-là. Mais justement, un des enjeux qu'on a, et collectivement, mais aussi les pouvoirs publics, c'est de se dire comment on fait en sorte d'amener le bureau plus proche des gens, essayer d'avoir moins de nœuds de convergence toujours dans le même sens et le soir dans l'autre. Et ça, c'est un enjeu important parce que l'attractivité, le cadre de vie, etc., c'est une des promesses qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces essors en région. Si demain, on se rend compte que la promesse, elle n'est pas tenue ou moins bien tenue, c'est un facteur limitant. Alexandre ? Non, on a beaucoup d'atouts. Il faut vraiment s'appuyer sur les atouts, amplifier. En fait, les régions sont aussi des formidables laboratoires. Il y a peut-être des expérimentations qui peuvent être faites en région plus facilement qu'en région parisienne. Alors, il ne faut pas toujours opposer les Paris et les régions, mais alors, vous avez des exemples des exemples concrets? Qu'est-ce qui est plus souple, plus facile à mener? Concrètement, c'est vrai que l'expérience qu'on a eue, par exemple, sur la construction bois, elle a été très très puissante, je pense, ces 10 dernières années en région. Et on a eu des exemples où on a dépassé au fur et à mesure, petit à petit, des plafonds de verre en créant des immeubles de plus en plus hauts. Il y a encore, je crois que ça l'est encore d'ailleurs, l'immeuble tertiaire le plus haut qui a été réalisé en France, il a été réalisé à Nice par Nexity, Palazzo Meridia, c'est ça, ouais, je crois, Palazzo Meridia. Donc c'était un immeuble R+9. On en a déjà parlé ici dans je pense Regard oui, voilà, ça a sans doute été évoqué. Et donc ça, c'est une formidable expérimentation. Et alors, il ne s'agit pas de dépasser juste une limite de hauteur, parce qu'en plus, il est vertueux sur le plan environnemental, parce qu'il y a l'énergie positive. Donc voilà, on a un terreau fertile, justement, pour développer des solutions immobilières qui répondent aux besoins de nos entreprises. Et aux préoccupations des collectivités. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là, on n'est pas dans un modèle de suivi de ce qui se passe à Paris, c'est même un modèle d'innovation. Donc, la région peut innover donc, en tant que laboratoire, créateur de nouvelles solutions, et donc peut-être que ça va, la porosité, elle va se faire dans l'autre sens. Paris et le Grand Paris va pouvoir prendre des exemples de modèles réussis en région. Les deux sont liés. Moi, je ne suis pas pour l'opposition région Paris, il y a vraiment une complémentarité. Par contre, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, l'innovation en région, c'est quelque chose qui est présent, qui a fait ses preuves.
On a eu aussi des territoires, des pôles d'excellence qui ont été développés, avec des centres scientifiques dédiés aux tech, dédiés à l'agriculture, dédiés à la santé. Donc tout ça, le pouvoir politique a fait ce qu'il fallait pour initier tout ça. On a été des vrais partenaires et on continue à le faire. Et il faut continuer dans cette démarche-là. Alors, dans tenir les promesses. Dans les atouts, Marion, ça c'est qu'en fait c'est plus facile c'est plus facile de créer, de s'implanter, de construire ou de rénover en région. On a plus de souplesse à le faire. Le dialogue marche mieux. Il y a j'ai envie de dire presque plus d'humain et plus de facilité. Si on regarde notre expérience sur les régions, en effet, de pouvoir trouver du produit, il y en a en région, en effet. Au-delà de ça, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en effet, si on rebondit sur la question Covid, ce qu'on s'est bien rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, l'humain est au centre. L'humain est au centre de l'immobilier. C'est quelque chose d'assez innovant. En effet, en région, on se dit région, donc pas de bouchon, on se dit qualité de vie supérieure, en effet. Après, comme je rebondis aussi, comme a dit Xavier, au final, attention, c'est les régions, en effet, on est très bien en région, mais on peut être déçu aussi. Donc, trouver du produit en région, il y en a. Après, il y a aussi une certaine concurrence, on va pas se cacher. Aujourd'hui, les régions, on en parle, c'est le thème du webinaire, c'est qu'il y a un vrai essor des régions. Aujourd'hui, des institutionnels vont en effet se positionner sur des actifs en région, alors que auparavant, ils auraient pu en effet rester sur Paris, les grandes villes. Mais il y a vraiment du produit en région qui intéresse les investisseurs aujourd'hui. D'ailleurs, en complément, juste pour illustrer, on parle de territoire d'innovation, de nouveaux modèles. Rappelez qu'Ipton est né à Marseille, que nous, on a eu une stratégie avant tout régionale, parce qu'on s'est dit que les régions ont autant besoin de services que, évidemment, la capitale, et que, justement, avoir cette capacité d'action, quelque part, on s'en est servi. Et aujourd'hui, en fait, on se veut un acteur régional avant tout, parce que, justement, on peut tenter des choses avec quelque part moins de risques, avec des interlocuteurs, partenaires, bailleurs, investisseurs qui sont plus à l'écoute, moins tendus aussi par la pression de rendement et locatif de l'immeuble qu'on pourrait avoir en région parisienne. Donc tout ça en fait fait en sorte que en région on a vraiment un champ des possibles réel et on le voit nous en direct vu qu'on vient de là. Juste la part entre ceux qui naissent en région, qui continuent en région, donc donc il y a l'éclosion régionale, et la part de ceux qui déménagent ou qui migrent du Paris, c'est quoi? La tendance, est-ce que la tendance, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est de gros déménagement ou incubation? Je veux dire, est-ce qu'on peut la définir? Je ne sais pas, peut-être. Je pense qu'elle est très compliquée à définir. Ouais. Je pense que de tout temps, il y a eu ces vases communicants, et ça, c'est réel. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que avant, on avait plutôt, si on a une éclosion en région, il fallait rapidement aller adresser le marché à la capitale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des acteurs qui se suffisent à ce marché régional, et ils ont ô combien raison, parce qu'on vient de l'évoquer. L'essor est tel qu'il y a de quoi faire en région. Donc je pense que pour répondre à la question, le qualifier, le quantifier, compliqué, mais gardons à l'esprit que ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, de manière un petit peu plus exponentielle, parce qu'évidemment, il y a un effet roulement qui est important, mais aujourd'hui, on sait vivre à partir de la région et en restant en région. Et tous les trois, on est vraiment un exemple au final, puisque donc toi, tu es basé plutôt à Marseille. Marseille-Bordeaux. Ouais. Exactement. Alexandre est à Lille, et moi, je suis à Lyon, et nos sociétés est sur Nantes et Nancy. Voilà, on a fait un choix. Donc, il y a vraiment des entreprises qui font le choix d'être en région et qui réussissent. Je vous disais que ce choix, il peut partir de la région ou effectivement partir d'une migration. Et est-ce qu'il y a des craintes, des gens qui voudraient y aller, mais qui se disent non, mais c'est quoi les craintes encore à lever pour des investisseurs ou des... Je pense qu'après, chacun doit répondre à ses propres questions. Une entreprise, quand elle décide de s'implanter à Bordeaux, c'est parce qu'elle s'est posé la question de pourquoi le Bordeaux. Pareil pour Lille, voilà. Donc je pense qu'il y a... et la réponse que va apporter encore ça ne sera pas celle d'un autre. Donc il y a des particularités. Et par contre, on se rend compte finalement à travers cette question que les régions ont des réponses tout à fait pertinentes par rapport à ces questions dont on n'a pas forcément on connaît pas tout le périmètre, mais voilà, on se rend compte après coup
que oui, cette entreprise s'est installée à tel endroit pour telle et telle raison, et pourquoi pas une autre. Et voilà. Donc, mais le mouvement est difficile à quantifier. En fait. Et oui, ce qui est difficile aussi, je vais vous poser une question que j'imagine difficile, c'est pourquoi une région plutôt qu'une autre? C'est-à-dire est-ce qu'elles ont des particularités? Est-ce qu'il y a vraiment les territoires ont des définitions particulières? Oui, c'est-à-dire que est-ce que en fait, est-ce qu'on duplique, chaque région est dupliquée en fait comme l'autre, ou vraiment on va essayer d'insister sur un particularisme régional? Non, je pense qu'il y a vraiment des particularités. Tout le monde sait par exemple qu'à Lille il fait très très beau. Non, je prends l'exemple de Lille, qui est une région transfrontalière par exemple. Le côté transfrontalier joue pour beaucoup. L'accès au port, si on est à Marseille, ça peut être aussi quelque chose qui peut compter. L'industrie qui est déjà présente en région. Donc un certain nombre de particularités font que telle ou telle région va attirer telle ou telle entreprise. Également les formations, les écoles, les infrastructures, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, qui sont aussi des bonnes sources pour employer les futurs collaborateurs de ces sociétés. Tout simplement, également, certaines régions sont spécialisées. Quand on pense à Toulouse, forcément, on pense à l'aéronautique. Donc, en effet, l'entreprise va se positionner sur une région où il y a un vrai intérêt, tout simplement, ce qui est assez logique. Les partenaires sont là, on y va, tout simplement aussi, je pense. J'avais vu un petit bouquin passé qui s'appelait L'échec de la métropolisation de Pierre Vermeuren. Je ne sais pas si vous êtes... Non, et qui disait qu'en fait, on était en train de dupliquer un modèle centralisé aux régions. Donc finalement, si on voulait éviter cet échec, il ne faut absolument pas faire en fait, des petits paris et reproduire avec exactement la même création, les mêmes infrastructures. Et donc, en fait, c'est comme si on faisait des petits paris à peu près partout. C'est comment est-ce qu'on peut éviter, et déjà, est-ce que ça, c'est un mauvais pari? Est-ce qu'on peut éviter ça? Et peut-être c'est justement en s'appuyant sur des particularités régionales. Mais comment est-ce qu'on peut éviter l'échec de... Enfin, c'est pas forcément un échec, hein, mais est-ce qu'on peut éviter cette reproduction d'un mini-État centralisé? Je ne sais pas vraiment si j'ai une réponse claire à ça. Moi, je vais donner juste un sentiment, c'est que par rapport au Covid, je crois que ça a un peu cassé cette centralité quelque part. En tout cas, ça nous a appris à travailler en team, à travailler, voilà, donc décentraliser d'une certaine manière, puisque les gens ont travaillé de chez eux, ils ont travaillé chez Ipton, ils ont travaillé au bureau, et donc tout ça fait qu'à un moment donné, les décisions, en tout cas l'activité n'était pas forcément liée à un lieu unique, un endroit central. Et aujourd'hui, on peut travailler à Lille, travailler à Bordeaux, travailler à Paris. Et les centres de décision peuvent être à ces endroits-là aussi. C'est pas un sujet, je pense. Est-ce que c'est un échec pour répondre à l'échec? Non, je ne pense pas qu'il y ait d'échec. Je ne crois pas qu'il y ait de risque d'échec. Je rejoins ce que dit Alexandre là-dessus. Il y a un risque réel. C'est qu'il ne faut pas dupliquer le modèle. Le fait que les métropoles montent en puissance, s'industrialisent, que la chaîne de valeur soit mature aujourd'hui, évidemment, c'est un bon point. Ensuite, il y a la réflexion des collectivités, notamment publiques, des pouvoirs publics, de se dire comment je fais en sorte ensuite de répartir cette valeur sur l'ensemble du territoire et le plus largement possible. Quel ruisselle pour que le maillage soit le plus important. Mais, ça, c'est pas intéressant. Que ça reste sur 10 pôles et puis le reste. Exactement. Mais ça, c'est un enjeu qu'ils ont, eux, évidemment, à répondre et qu'on a, nous, auquel on a à les accompagner. Après, il y a un point qui est hyper intéressant dans ce que dit Alexandre, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est en profonde évolution également. Dans l'incarnation de l'entreprise, est-ce que c'est un lieu où je dois me diriger tous les jours parce qu'on me l'ordonne et c'est comme ça, qu'est-ce que je viens y chercher à cet endroit-là, où est-ce que je peux travailler sinon à côté, et en fait ça c'est hyper intéressant. Ça fait 50 ans qu'on n'avait pas pensé, même pas repensé, pensé à l'entreprise. Donc c'est une des nouvelles philosophies qui se mettent en place, et ça c'est assez extraordinaire. Donc les régions profitent véritablement de cette restructuration de l'ADN du tertiaire. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je voulais savoir, si on fait ce webinaire et ce regard croisé dans 10 ans, qu'est-ce que vous imaginez comment on sera comment parce qu'il faut, vous dites, ça y est, on se projette dans le temps long. On est dans le temps long, enfin, disons, le temps moyen. Donc, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? On revient ici et on dit quoi? On en est où? Personnellement, je pense que le phénomène va continuer. Les régions vont être encore mises en avant.
sincèrement. Et il y aura toujours ce lien Paris, région, etc. Et après, ce que j'aimerais dire, on ne diabolise pas non plus Paris. Vraiment, c'est vraiment pas l'idée. Il y a des métropoles qui vont encore monter en puissance, forcément, de par l'accessibilité, c'est évident. Après, c'est aussi mettre en place des moyens de transmission, de voyage, etc. Mais ça va continuer. Pour moi, ça continuera. Dans 10 ans, on dirait la même chose. Je pense. Mais vous voyez pas des métropoles qui ont monté ou qui seront vraiment voilà, avec des... Est-ce qu'on peut aller je pense faire que les tendances, elles seront toujours là. Enfin, on parlait des six grands marchés métropolitains en région. Voilà, ils seront toujours là. Je pense que les marchés sont matures, ils attirent toujours autant. Moi, j'espère que les villes moyennes vont vraiment bénéficier de tout ça. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, ça va ruisseler vers les villes moyennes. Je trouve que ce serait intéressant de travailler sur les villes moyennes et d'amener des solutions aux villes moyennes parce que les gens habitent aussi là-bas. Et voilà, donc pourquoi pas participer au dynamisme de ces villes pour justement avoir... Ça a été, on l'a mis de côté, mais c'est quand même les revendications qu'on en parle, mais les gilets jaunes et puis les oubliés du territoire, c'était ça aussi, c'est ces gens qui font 1h30 de voiture. Donc s'il faut faire 45 minutes de voiture pour rejoindre Clermont-Ferrand ou 1h10, le problème est le même, donc il faudrait réussir à trouver des étapes intermédiaires, mais ça c'est ce que vous proposez. En fait justement c'est ça qui est intéressant, c'est que dans 10 ans, je pense que de maintenant à dans 10 ans, on a aujourd'hui cette capacité d'action ou en tout cas d'interrogation sur les nouveaux modèles qu'on va proposer. Jusqu'à présent, on avait globalement 2 offres, le bail traditionnel et le coworking depuis, on va caricaturer depuis une dizaine d'années, et c'était, il faut rentrer dans des cases. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que à travers les différentes périodes qu'on vient de traverser, eh bien, on est capable de se remettre en question, on est capable d'embarquer toute une chaîne de valeur avec nous, et on est capable de repenser l'immobilier tout en apportant une valeur, mais surtout en facilitant la vie des entreprises et donc des collaborateurs. Et en fait, tout ce système-là est vertueux, cette réflexion globale est vertueuse, justement pour ruisseler jusqu'aux villes moyennes, parce que qui est capable d'amener une offre immobilière souple, avec du service, capable d'attirer aussi les talents et pas forcément qui convergent vers les grandes métropoles, là on aura gagné quelque chose. Et ça, je pense que c'est globalement aujourd'hui en marche, en tout cas la réflexion avec les partenaires bailleurs, investisseurs, promoteurs. Tout ça aujourd'hui est sur la table. Et ce qui est intéressant de garder, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un modèle aujourd'hui qu'on pressent être le bon, parce qu'il y a une faille dans le marché, que c'est celui-ci qui va nous porter. Nous, on est en amélioration continue. On a une logique de dire, voilà, on prend la température, les retours au marché sont ceux-là, adressons ça et voyons si ça marche. On dit, ça rejoint évidemment toute notre série de webinaires sur la flexibilité, la souplesse et les usages, mais à condition que ça ne soit pas synonyme de précarité. Évidemment, il ne faut pas permettre que derrière la définition de flexibilité, on mette plus de précarité pour voilà. Donc c'est toute la difficulté aussi de garder ça à l'esprit. J'imagine qu'en amont, on est tous d'accord pour aller dans cette direction. Marion, oui. Non, moi, après, ce que je retiens de cet échange, c'est que on a entendu que le bureau était un peu difficile en région. Je trouve que cet échange nous a permis aussi de mettre en avant que, au-delà d'un simple espace de travail, c'est un lieu de rencontre où l'humain est vraiment, je reviens sur l'humain, est important. Et en effet, c'est à nous, acteurs de l'immobilier, aussi de proposer des solutions à nos utilisateurs pour qu'ils puissent être bien en région et rester en effet. Alors, j'ai envie de dire, donnez-moi une bonne raison de ne pas quitter Paris là, dans les mois qui viennent. J'ai pas d'idée. En fait, je pense qu'on est simplement complémentaires. C'est vraiment pas. On est complémentaires. Donc, on a besoin, en effet, de sociétés à Paris. On a besoin de création de valeur en région. On est complètement complémentaires. Pourquoi ne pas quitter Paris? Après, ça dépend uniquement de ce que vous voulez vraiment dans la vie, tout simplement. Si vous êtes bien à Paris, c'est très bien. C'est exactement ça. Je pense que c'est la question. C'est le projet. En fait, mais c'est ça aujourd'hui ce que
ce qu'on est amené à se poser comme question, en tout cas ce que les entreprises se posent comme question, et dedans les collaborateurs, c'est quel est le projet de vie. Dans ce projet de vie, évidemment, il y a un projet professionnel, il y a évidemment un projet personnel, et donc du coup, comment ensemble je trouve un équilibre, et en fonction de cet équilibre, eh ben, si cet équilibre vous amène à rester à Paris, parfait. Si c'est en région, il y a le choix et parfait aussi. Voilà. Puisque vous vouliez avoir ma réponse personnelle, je vais vous la donner, moi. Dans le domaine audiovisuel, si vous voulez, il y a eu l'essor des régions, on l'a connu quand même il y a quelques années déjà, puisque maintenant, les zones de tournage, c'est essentiellement Marseille, Montpellier, même Sète, Angoulême, La Rochelle. Voilà, donc, c'est les plateaux de production, et pas seulement de fiction extérieure, les plateaux de production aussi se sont délocalisés. Donc, moi, je suis vraiment dans une logique où Paris, tourner à Paris, c'est pas facile. Les espaces de tournage et mobiliser les rues, c'est beaucoup plus difficile. On en revient à ce qu'on disait, c'est qu'il y a plus de souplesse en région, c'est plus facile d'avoir accès aux différents acteurs pour pouvoir avoir. Donc cette souplesse-là, elle existe effectivement, et dans mon secteur encore plus. Donc on se retrouve dans 10 ans alors pour faire le point sur cette... Avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Rendez-vous est pris. Merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Et puis, vous le savez, de toute façon, vous pourrez voir ce webinaire en replay, puisque c'est comme ça. On vous adressera une belle lettre, une newsletter. Vous recevrez ça sur vos écrans. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Et à dans 10 ans. On prend le rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.